Bonjour à tous, je tiens d'abord à présenter mes excuses à toutes les personnes qui nous suivent sur notre chaîne IATS Academy e-learning course, une absence qui a été due à des raisons professionnelles qui a fait que nous avons été absents pendant plus d'un mois. Aujourd'hui, on revient avec un nouveau thème et une nouvelle session, une session que nous consacrons aujourd'hui à l'aménagement de la cabine d'un avion de transport civil. On démarre. Voici à présent le plan de la session. Nous allons commencer par les impératifs de sécurité d'une manière générale, la sécurisation des galets, la sécurisation des cockpits, le poste de pilotage, les précautions au niveau toilette de l'avion et enfin l'éclairage de secours. Alors, ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est que quand une compagnie aérienne prend la décision de l'acquisition d'un type d'avion particulier, d'accord, une commande qui est faite auprès d'un constructeur d'avions comme Boeing ou comme Airbus, au-delà des impératifs commerciaux qui consistent à choisir un certain nombre ou un certain type de siège, on va dire une certaine distanciation ou espace entre le siège, des types de galets particuliers, combien de zones, combien de, on va dire donc de galets, combien de toilettes, etc., etc. Tous ces impératifs, bien évidemment, commerciaux qui ont leur importance. Reste l'impératif le plus important qui est, on va dire, qui est considéré capital, c'est l'impératif de sécurité. Et là, je parle bien évidemment de l'impératif ou de l'exigence de penser à l'évacuation des passagers si jamais, en fait, pour une raison de sécurité donnée, l'équipage de cabine, le personnel navigant de cabine, est dans l'obligation de procéder à l'évacuation donc, des passagers. Une évacuation qui doit être rapide, d'accord, suite à un atterrissage forcé ou un amérissage. Alors, ça, ce sont des éléments très importants qui sont bien évidemment pris en considération lors de la configuration, de l'aménagement donc de la cabine et qui doivent encore une fois prendre cet impératif de sécurité comme élément primordial. Voilà, donc un élément qui peut apparaître évident, mais qui a toute son importance au niveau de la configuration donc de la cabine, c'est que chaque siège doit être équipé d'une ceinture de sécurité. À un tel point que un siège avion qui n'est pas équipé d'une ceinture de sécurité réglementaire, donc qui permet la sécurisation du passager lors des deux phases importantes du vol, à savoir le décollage et l'atterrissage, en plus donc des périodes où l'avion passe par des zones de turbulence, et bien ce siège-là est considéré comme un siège à ne pas commercialiser. En aucun cas, un siège avion ne peut être occupé par un passager ou une passagère s'il n'est pas doté d'une ceinture de sécurité réglementaire. Comme je le disais au départ, au-delà de l'aspect confort, de la configuration des sièges ou de la répartition des sièges au niveau de la cabine, le plus important à prendre en compte lors de la configuration ou de l'aménagement de la cabine, c'est que la disposition des sièges doit permettre l'accès facile aux issues. Parce que c'est ça qui nous intéresse au niveau d'une évacuation de la cabine, une évacuation des passagers de la cabine. Ce qui est important, c'est de pouvoir permettre aux passagers d'avoir un accès facile et rapide donc des passagers aux issues de secours, à savoir les portes principales et les issues d'ailes également, pour faciliter l'évacuation dans les 90 secondes en fait, qui sont généralement pris en tant qu'indicateur de rapidité pour pouvoir évacuer les passagers le plus rapidement possible. Les compagnies aériennes procèdent généralement à l'installation d'une sorte de cloison, en général sous forme de rideau, euh, qui peut être manipulé par le PNC pendant les phases de service. Bien évidemment, cette cloison ou ce rideau, il est là pour servir à la séparation des classes pendant le service, entre par exemple la first class et la business, ou entre la business et l'économy class. Mais en aucun cas, cette cloison ne doit être maintenue fermée pendant les phases de décollage et l'atterrissage. D'abord, parce que pendant ces deux phases importantes, il doit y avoir une communication continue entre les membres d'équipage, ceux qui sont installés à l'avant comme ceux qui sont installés à l'arrière, que ce soit par des gestes ou en utilisant l'interphone. Et donc, il doit y avoir cette communication continue. Donc, ça, c'est la première chose.
mais également pour pouvoir faciliter rapidement l'évacuation si par exemple pendant le décollage on fait une accélération arrêt et que là on n'a pas besoin, on a besoin d'abord de communiquer rapidement, mais ensuite de pouvoir faciliter l'accès des passagers aux essieux de secours. Un élément très important également au niveau des dispositifs de sécurité de la cabine, c'est le dispositif d'arrimage des bagages. Il faut savoir que un certain nombre ou certaines catégories de bagages sont acceptées en cabine. Maintenant, cette tolérance ne doit en aucun cas constituer un risque de blessure, que ce soit pour les passagers ou pour les membres d'équipage. Alors pour cela, nous avons deux dispositifs principaux au niveau de l'arrimage. Vous avez d'abord les racks à bagages ou les porte-bagages, ce qu'on appelle en anglais les overhead stowages, d'accord, au-dessus donc du siège de chaque passager, donc qui servent justement à sécuriser les bagages, plutôt donc les bagages cabines. Donc ça, c'est le premier dispositif. Nous avons également un deuxième dispositif très simple qui est le fait de glisser votre petite valise, à condition que la dimension le permet, au-dessous du siège du passager qui nous fait face. Quand les passagers reçoivent leur repas ou leur boisson à bord, ils n'ont certainement, en tout cas la plupart du temps, pas connaissance de l'importance de ce dispositif qui s'appelle le galet. C'est un peu une sorte de petite cuisine qui en général se trouve à l'avant, mais également à l'arrière et dans certaines cabines au milieu de la cabine d'avion. D'accord? Ce galet qui sert à la, on va dire donc à préparer plutôt donc tout le dispositif de service commercial pour les passagers. Et ben, ce dispositif donc, qui s'appelle le galet, il a également son importance et ses exigences au niveau de la sécurité. C'est-à-dire, en fait, il doit être conçu de telle manière à permettre deux choses importantes. D'abord, le rangement de toute la partie matérielle de service, qui consiste en général à des trolleys, ce que vous voyez en général, ce que les hôtesses de l'air et les stewards passent en cabine, c'est cette forme de chariot qu'on appelle en général le trolley, d'accord, en anglais, mais ça se dit également en français, dans lequel donc toute la partie matérielle de service, plateau repas, etc., sont soit rangés, soit placés au-dessus du trolley. Donc ces trolleys-là ne doivent en aucun cas non plus constituer un danger ou un risque donc, de dommages pour les passagers, pour les membres d'équipage et pour l'avion. Donc ils doivent être sécurisés de cette manière-là, comme vous êtes en train de voir sur le slide, d'une manière sécurisée en utilisant ce qu'on appelle donc des latches pour pouvoir sécuriser. Comme vous voyez, donc, on a une double sécurisation, d'accord, au-dessus, mais également ces trolleys sont dotés d'une sorte de frein. En fait, ce sont des freins avec deux dispositifs, un dispositif de relâchement en verre qui sert à relâcher les freins du trolley pour pouvoir le pousser, donc circuler en cabine, mais également un frein en rouge qui permet à stopper en fait, donc ce trolley quand on est en service en cabine. Ben, de la même manière, au niveau donc, du galet, on doit le sécuriser complètement en utilisant les freins, d'accord, mais en utilisant également les lâches de sécurité. Juste pour le savoir, dans un avion, il est interdit d'accepter un trolley si, par exemple, le dispositif de freinage n'est pas opérationnel. Donc, il n'est pas accepté. Sinon, s'il est accepté et qu'une autorité donc, enfin, aéroportuaire d'un aéroport qu'on va desservir, si elle découvre que nous avons accepté ce genre de troller avec un frein inoperative, c'est considéré comme un manquement ou un écart par rapport à la sécurité. Donc, d'où l'importance donc justement de faire attention à ce genre de dispositif. Vous avez également toute la partie conteneur dans lesquels on va placer tous les éléments donc de service commercial. Vous avez également les fours, hein, des fours dans lesquels plutôt on va donc mettre tous les repas ou les cassolettes à chauffer. Donc tous ces dispositifs doivent être euh, justement sécurisés par des éléments de fermeture et de sécurisation. Très important. Alors bien évidemment, là vous avez devant vous le galet dans deux configurations différentes. La première meublée avec les trolleys et la deuxième vide, d'accord? Et ce qui est important, donc ce que vous êtes en train de voir, c'est ces dispositifs, ou plutôt ces mécanismes
que vous voyez en rouge, qui est l'ensemble donc des latches, d'accord, ou des verrous de sécurité qui sont maintenant en position ouverte, et qu'une fois qu'on a mis les trolleys ou les conteneurs dedans, eh ben, on voit les opérationnaliser en les utilisant en tant que mécanisme de sécurité. Alors ici, nous avons devant nous l'illustration d'un galet plus important, donc d'un type d'avion plus large. Donc c'est un peu pour vous dire en fait que plus que le type d'avion est large, plus que vous avez la possibilité, ou que les compagnies aériennes ont la possibilité d'installer donc justement des galets plus larges et donc plus importants en termes de volume. Ici, vous avez l'illustration d'une action correcte et une deuxième action incorrecte. Le premier four à droite, donc c'est une action qui n'est pas correcte pendant le décollage et l'atterrissage, c'est-à-dire en fait que le verrou en rouge que vous voyez, donc il est en position ouverte, ce qui constitue un risque pendant le décollage et pendant l'atterrissage à cause notamment de l'impact. Qui fait qu'il peut y avoir un risque d'ouverture donc de l'oven, du four. Le deuxième four juste à côté est en position correcte pour le décollage et l'atterrissage pour la simple raison que le verrou en rouge il est en position fermée et donc sécurisé. En ce qui concerne le poste de pilotage, ce qu'il faut savoir, c'est que le poste de pilotage, le cockpit, est doté d'un système de verrouillage et de déverrouillage de la porte. C'est un système qui est bien évidemment manipulé de l'intérieur du poste de pilotage par les pilotes eux-mêmes. C'est un système qui leur permet, en fonction du besoin, de verrouiller d'abord le poste de pilotage pendant pratiquement toutes les phases du vol. Ceci est une exigence depuis notamment les événements du 11 septembre, ce qui fait en fait que l'accès au poste de pilotage n'est autorisé que aux membres d'équipage quand ils sont reconnus, bien évidemment. Donc ça, c'est la première chose. Ça permet également le déverrouillage pour pouvoir accéder à l'extérieur du poste et donc à la cabine, d'accord. Et donc voilà, donc encore une fois, donc c'est un système qui est conçu pour permettre une donc, utilisation pratique de la porte dans des conditions sécurisées, bien évidemment. Alors en plus des systèmes de verrouillage et de déverrouillage du cockpit, les cockpits aujourd'hui, les avions étant des avions modernes, donc les cockpits sont équipés de systèmes de vidéosurveillance devant la porte, ce qui permet d'identifier depuis le cockpit l'identité de la personne justement qui demande l'accès au poste de pilotage. Alors, comme vous le voyez dans l'image, vous avez un écran, bien évidemment, qui est connecté au système et qui permet facilement aux membres d'équipage technique, donc les pilotes, d'avoir une idée très très claire de l'identité de la personne qui demande l'accès au poste de pilotage. C'est une règle aujourd'hui, pratiquement dans toutes les compagnies aériennes du monde, d'interdire la cigarette à bord des avions, que ce soit en cabine ou dans les toilettes. Alors ceci étant dit, cette interdiction doit être signalée d'une manière très très claire, notamment au niveau des toilettes. Alors pourquoi dans les toilettes? Pour la cabine, d'abord parce que en général, donc, nous avons une certaine visibilité, donc les passagers seront obligés quelque part donc de respecter les consignes qui sont données et par l'équipage, mais également par les consignes lumineuses qui sont installées au niveau de la cabine. Par contre, au niveau des toilettes, les passagers, entre parenthèses, qui sont tentés par fumer une cigarette, donc c'est là où ils auront, donc justement, dans cette tentation et cette impression, entre parenthèses, que personne ne va les voir. D'accord? Donc il y a tout un système sur lequel nous reviendrons plus tard, donc de détection de fumée, d'alarme, etc., que nous allons détailler plus tard. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est qu'au niveau de la configuration, au niveau de la communication, il va falloir mettre d'une manière très très claire, ou signaler d'une manière très très claire cette interdiction. Ne pas fumer dans les toilettes ou no smoking in lavatory, comme vous le voyez sur l'image que vous avez devant vous. Alors, en plus de cette interdiction qui est signalée de cette manière claire, il faut mettre en place un cendrier. Vous allez me dire pourquoi un cendrier? Si c'était interdit, c'est il est interdit de fumer. Pour la simple raison que si jamais le mal est fait et qu'un passager allume quand même sa cigarette, que ce soit au niveau de l'extérieur ou à l'intérieur, il trouvera quand même un moyen de mettre le mégot de sa cigarette.
Donc, ces mêmes consignes d'interdiction de fumer au niveau des toilettes qui sont installées au niveau de la partie extérieure des toilettes doivent être également déployées au niveau de l'intérieur. Ou, comme vous le voyez sur l'image, il y a des consignes, il y a des pictogrammes qui signalent l'interdiction de fumer, que ce soit dans la partie basse ou dans la partie haute donc, des toilettes. Alors, dans la partie basse, au niveau des poubelles ou de l'accès à la poubelle d'en bas, mais également au niveau de la partie que vous voyez en haut. Donc, c'est la petite portière qui est utilisée pour l'accès donc, à la poubelle et qui est non pas seulement est dotée de cette consigne, cette pictogramme, mais qui est également faite d'une manière qui respecte l'exigence d'inflammabilité, d'accord, et qui permet d'étouffer. Donc c'est non pas seulement un système de fermeture ou d'ouverture donc de la poubelle, mais c'est également un système qui permet d'étouffer le feu si jamais donc un feu se produit au niveau de la poubelle donc des toilettes. Alors, bien évidemment, nous avons un autre système plus performant sur lequel, comme je disais tout à l'heure, nous reviendrons plus tard. Un autre élément très important au niveau de la configuration de la cabine, c'est le système d'éclairage de secours, d'accord, qui doit être indépendant du système d'éclairage central de la cabine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut en aucun cas se permettre qu'une coupure ou qu'une panne d'électricité puisse induire des problèmes d'orientation de passagers en cas de besoin pour l'évacuation des passagers. D'accord. Et donc ce système donc, de secours qui doit être opérationnel de jour, de nuit, dans un environnement de fumée et qui doit assurer pendant une dizaine de minutes donc produire un niveau suffisant donc d'éclairage. Et donc il est très important au niveau de la cabine, au niveau de la configuration ambiante d'une manière générale. C'est un système ou c'est un circuit qui doit pouvoir être opérationnel d'une manière générale. D'accord. Il doit disposer d'abord d'une commande manuelle et au poste de pilotage et en cabine, qui peut être manipulé d'abord par le cockpit, par les pilotes, mais également par le PNC en cabine. D'ailleurs, il est testé pendant la checklist pré-vol. D'un système de mise en œuvre automatique dès la coupure du circuit principal. Normalement, il doit fonctionner d'une manière automatique, mais le système de manipulation manuelle, donc il est là pour fonctionner en tant que backup en cas de problème. Et bien évidemment, d'un système d'alimentation. Donc, comme vous le voyez, donc vous avez devant vous le système Emergency Light qui permet au PNC d'abord de tester l'opérationnalisation du système pendant la checklist pré-vol et de l'opérer au cas de besoin. Vous avez au niveau du poste de pilotage le système qui consiste en 3 positions, on, arm and off. D'accord. Et donc, voilà, donc vous avez en fait devant vous la totalité du système avec une commande manuelle en cabine et une commande manuelle au poste de pilotage. Un autre élément très important également au niveau de la configuration de l'avion, c'est la signalisation exit. Donc, pour les besoins de cette vidéo, j'ai pris en tant qu'exemple le cas d'un A321. Alors, d'abord, la signalisation exit, elle est là pour orienter les passagers en cas d'évacuation, que ce soit vers une issue d'aile, plutôt une issue ou une porte principale, ou une issue d'aile. D'accord. Alors, déjà, pour commencer, vous avez comme vous le voyez dans l'image devant vous, les boîtiers exit au-dessus de chaque porte. Donc chaque porte principale est dotée d'un panneau exit qui signale d'une manière très très claire aux passagers que cette porte-là, elle n'est pas uniquement utilisée pour l'accès à la cabine ou pour sortir, pour débarquer de la cabine dans des conditions normales, mais c'est également donc, une issue qui peut être utilisée en cas d'évacuation. Vous avez également la même signalisation exit qui est située au niveau de la cabine, en général au milieu de la cabine. Et donc là, on voit sur l'image la signalisation exit avec 2 flèches qui généralement va démontrer aux passagers la possibilité de s'orienter, que ce soit à droite ou à gauche ou dans le cas présent dans les 2 sens, c'est-à-dire en fait que vous avez des portes de part et d'autre de la cabine. Nous avons également des pavés lumineux au plafond qui, encore une fois, sont là pour justement orienter les passagers d'une manière très très claire au niveau des issues de secours au cas de besoin. De la même manière, nous avons des pavés lumineux par toilette. Et pour finir, nous avons des plots. Donc, dans la partie droite de chaque porte, je précise encore une fois qu'ici, nous parlons toujours du cas de l'A321. Enfin, pour terminer, chaque avion doit être équipé d'un système de cheminement lumineux.
un système qui, en plus donc, de tout ce qu'on vient de voir au niveau de la signalisation et des panneaux exit, va dans le sens de l'orientation des passagers vers les issues de secours, qu'il s'agisse des portes principales ou des issues d'ailes, en cas d'évacuation. Voilà, la session d'aujourd'hui est à présent terminée, une session que nous avons consacrée à la partie aménagement et configuration de la cabine. Merci à vous encore une fois de l'avoir suivi. Encore une fois, nous vous invitons à consulter notre site internet aviationstars.com qui contient un certain nombre de sujets en anglais qui pourront vous intéresser. Encore une fois, merci pour votre fidélité. À la session prochaine.